Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 118. Et pour ce numéro, comme promis, je vous propose d'établir la formule du produit eulérien de la fonction sinus. L'énoncé précis du jour est donc le suivant: démontrer que pour n'importe quel t compris entre moins pi et pi strictement, sinus de t est égal à t fois le produit pour n allant de 1 à l'infini de 1 moins t carré sur n carré pi carré. Cet exercice peut très bien s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire à condition qu'on ait sous la main un résultat que nous avons établi lors du dernier numéro du petit Exode-Call qui précède en fait ce numéro d'Exode-Call. C'était le petit Exode-Call numéro 112 où nous avions établi la formule suivante: pour n'importe quel t dans les réels différents d'un multiple de pi, nous avons cotangente de t qui est égal à 1 sur t plus 2t somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 sur t carré moins n carré pi carré. A savoir que cette formule, nous avons réussi à l'établir en utilisant des développements en série de Fourier sur une famille de fonctions, la famille des cosinus alpha t avec alpha réel non entier. Et donc, par conséquent, cet exercice fait partie de la suite des exercices qui sont consacrés à tout ce qui est autour des développements en série de Fourier. Et donc cet exercice en fait est, pour ainsi dire, la clôture en fait de ce début d'exercice que nous avons fait donc en petit Exode-Call numéro 112, où nous avons donc établi cette cotangente, et il va falloir utiliser cette formule pour pouvoir établir la formule que l'on souhaite aujourd'hui. Je me permettrai de mentionner que le mot, ou en tout cas la notion de produit eulérien, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau sur cette chaîne. Nous avons déjà entendu parler d'un produit eulérien, et je vous rappelle que nous avons vu ça lors du petit Exode-Call numéro 25, c'est-à-dire il y a longtemps, et c'était pour établir la formule du produit eulérien de la fonction zeta de Riemann, via des probabilités. Et donc de ces produits eulériens, on est capable d'extraire des informations assez intéressantes. Donc là, notamment par rapport au sinus, on peut extraire des informations du type les zéros de la fonction sinus, très rapidement. Bien sûr, pour la fonction de zeta, déterminer les zéros de la fonction de zeta, bah là, ça reste une hypothèse du millénaire, une hypothèse de Riemann, un problème du millénaire où on attend toujours une réponse précise. On a une hypothèse, en tout cas, on a une idée un peu plus précise de là où pourraient se situer les zéros de la fonction de zeta. Mais on n'a toujours pas réussi à démontrer ce résultat-là. Et donc, voilà, on attend toujours ce fameux résultat. Mais à savoir que l'étude du produit eulérien peut aider à, en tout cas partiellement, potentiellement, en tout cas c'est ce que pensent certains qui attaquent vraiment ce problème de fond en comble, pensent que cette idée de produit eulérien ou toute autre formule liée à la fonction zeta pourrait être utile pour essayer de démontrer le résultat souhaité autour donc de l'hypothèse de Riemann. Bon, je ne vais pas en parler davantage, c'est pas le sujet du jour. Mais bon, à savoir que voilà, les questions de produit eulérien, c'est des choses qui interviennent, également aussi pour la fonction indicatrice de l'air. Bref, voilà, des questions de produit eulérien, ça intervient assez souvent. Et là aussi, pour des fonctions, ça intervient aussi très souvent, puisque il existe une formule en analyse complexe qui s'appelle la factorisation de Weierstrass, qui permet d'établir ce genre de résultat où on a une fonction qui peut s'écrire sous la forme de produit de fonctions polynomiales, un produit infini, bien entendu. Et donc, ça c'est une très jolie formule d'analyse complexe qui permet d'établir cette formule-là que nous allons établir aujourd'hui sur le domaine moins pi, mais en fait dans un cadre beaucoup plus grand, en travaillant avec éventuellement des nombres complexes. Ici, je vous propose un résultat dans un domaine minimal pour pouvoir faire en sorte que tout marche assez bien et notamment utiliser que des outils de deuxième année de classe préparatoire en dehors de ce qui est développement en série de Fourier, puisque de toute façon c'était le sujet de la suite d'exercices que je vous proposais, étant donné que je vois ces suites d'exercices un peu comme des attaques de sujets concours. D'accord ? Donc voilà, on sort un petit peu du programme, mais pas totalement, si on a bien suivi la suite d'exercices que j'avais pu proposer sur le sujet. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? A priori, non. Donc, je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est un très joli exercice à faire. Et vraiment, j'insiste, si on suppose ce résultat vrai, on n'a pas besoin d'utiliser des développements de série de Fourier ou des connaissances très alambiquées. On a vraiment
besoin en fait juste d'utiliser des outils de deuxième année de classe préparatoire et notamment des outils liés à des études de série de fonctions. C'est tout ce qu'il nous suffit d'utiliser. Et je vais vous donner l'intuition pour l'instant avant de vraiment donner la résolution. Il faut essayer de trouver le lien entre donc cette formule et cette formule. Et si on regarde d'un petit peu plus près, la cotangente, c'est quoi? Cotangente de t, bah c'est cosinus de t sur sinus de t. C'est l'inverse de la fonction tangente. Cosinus, c'est la dérivée de sinus. Donc si je cherche à faire une primitive, j'ai donc ln de sinus. De même, pour 1 sur t primitive, bah ça va donner ln de t. Alors bien sûr, normalement, il y a des valeurs absolues. Mais encore une fois, c'est juste pour l'intuition pour l'instant. Ok? Et puis, bah, la série là-dedans, là, je vais avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à une somme en fait de ln qui pourra se transformer en produit. Je vais avoir en fait le 2 sur t sur t carré moins n carré pi carré qui pourrait se ramener à ln de t carré moins n carré pi carré. Et si je décide que l'annulation se fasse en 0, donc bien sûr il y a des valeurs, peut-être des valeurs absolues encore une fois à ajouter, mais si je décide que l'annulation se fait bien en 0 pour la primitive, bon bah j'ai plus qu'à calculer ce truc là en 0 en valeur absolue et ça va me donner moins ln de n carré pi carré. Et donc là on voit la division par n carré pi carré qui se dessine, qui va nous donner le produit. Si on somme ce genre de truc, bah, on va avoir une somme de ln, et une somme de ln devient un produit, un ln de produit. Et donc, bon bah, à la fin, on va pouvoir établir une formule qui va nous mettre un ln de sinus de t d'un côté, de l'autre côté, un ln de t fois la série correspondante à ce genre de choses. Et bah, une fois qu'on a fait ça, paf, on peut sauter le ln et obtenir la formule que l'on souhaite. Donc voilà, ça c'est pour vous donner l'intuition. Maintenant, bah, il va falloir rédiger plus proprement ce qu'il en est. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Hop. Ça fait beaucoup de maintenant, en peu de temps. Enfin bref. Hop. Alors pour pouvoir faire les choses correctement, ce que je vais vous proposer, c'est d'étudier vraiment cette série de fonctions. Et donc pour cela, on va juste soustraire par 1 sur t. Pardon. Donc on va regarder la fonction f de t, qui va être égale à cotangente de t moins 1 sur t. Donc pour t compris entre 0 et x. Et puis, on va dire 0 en 0. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez me poser la question pourquoi je regarde entre 0 et x. Première chose, je vais étudier les choses, ce que je suis en train de faire là, pour x dans l'intervalle 0pi, comme ceci. Ok. Et puis, alors 0pi, j'ai même envie de dire... oui, c'est ça. Donc x va entre 0 et pi comme ça, c'est très bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ce que j'allais dire, c'est que le fait de supposer que ça fait 0 en 0, bah en fait, je peux le vérifier directement avec ce calcul de série. Puisque je sais que cette identité-là est vraie pour n'importe quel réel non multiple de 2pi. Bon, bah, du coup, en dehors de ce qui se passe entre 0 et 2pi, bah, là, je peux remettre le 1 sur t et tout se passe bien. Et puis après, en passant à la limite quand t tend vers 0, je peux prolonger par continuité, puisque ce truc-là, il n'y a aucun problème concernant cette série-là. On va se retrouver avec moins la somme des 1 sur n carré pi carré, si vous voulez. Donc, il n'y a vraiment aucun problème avec cette série-là. Et bah, après, il faut un truc qui tend vers 0. Donc on peut vérifier qu'en effet en 0 il n'y a pas de problème, ça veut dire que la fonction qui est ici, c'est bien une fonction qui est continue, donc f est continue sur l'intervalle 0x. Et oui, donc l'autre truc que je voulais mentionner, c'est qu'on a une question de parité qui est satisfaite par la relation qu'on veut démontrer. Donc il nous suffit de démontrer ce résultat-là pour n'importe quel x compris entre 0 et pi pour conclure le résultat que l'on souhaite sur moins pi pi. J'espère que vous l'aurez constaté, c'est pas très difficile à voir, puisque des deux côtés, la formule est une fonction impaire en t. Donc voilà, on sait que la fonction f elle est continue, pas de problème, et cette valeur-là permet d'avoir un prolongement. On pourrait aussi le vérifier en utilisant des développements limités, chose que je vais éviter de faire ici, mais c'est vrai qu'on pourrait être un petit peu plus précis si on voulait, et vérifier tout ce qu'on a à vérifier, sans forcément utiliser cette formule. Mais on va en avoir besoin de toute façon, donc je l'écris, on sait aussi que f de t, c'est la série, pour n allant de 1 à l'infini, et je vais remettre le 2t dans la somme, t carré moins n carré pi carré.
Et donc ce que je vais avoir très envie de faire, c'est de passer à l'intégrale et faire une primitive. Et donc, pour pouvoir passer à l'intégrale et pouvoir faire un échange série intégrale, ça serait bien d'étudier la régularité des fonctions qui sont ici. Donc je vais appeler Gn, la fonction qui a t associe 2t sur t carré moins n carré pi carré, définie sur l'intervalle 0x. Donc pour tout n entier naturel non nul. Donc ces fonctions-là, elles sont bien définies, elles sont continues d'ailleurs. Donc les Gn sont des fonctions qui sont continues sur cet intervalle 0x à valeur réelle. Très bien, parfait. Un autre truc qu'on peut constater, qui n'est pas si difficile à constater, c'est que la série de fonctions converge normalement. Je vais vous en convaincre tout de suite. Si je regarde la norme infinie de Gn, je peux majorer ce truc-là par 2x sur... Et là, comme x est compris entre 0 et pi, on sait que n carré pi carré va être plus grand que t carré. Donc en valeur absolue, on va pouvoir écrire n carré pi carré moins t carré. Mais comme la fonction t carré est une fonction croissante, avec le moins ça devient une fonction décroissante, et en inversant ça devient une fonction croissante, ça veut dire que la plus grande valeur qu'on peut atteindre pour le produit des deux termes, c'est également ici en t égale x. Donc ici je vais avoir moins x carré. Voilà. Et donc quand n tend vers l'infini, ce truc-là est équivalent à 2x sur n carré pi carré. Et on remarque qu'on se ramène à une série de Riemann. On a que la série des 2x sur n carré pi carré converge en comparant avec les séries de Riemann. Et donc, on conclut. Ça veut dire que la série des normes infinies converge. Et donc, en effet, on a une convergence normale de la série de fonctions. Chouette! Alors, je vous ferai remarquer que cette convergence normale, elle ne vient pas vraiment de nulle part. Si vous vous souvenez bien, et je l'ai redit ici, cette formule venait d'un calcul de développement en série de Fourier sur une fonction qui était notamment continue, et c'est 1 par morceau. Et nous avons vu dans l'exo de colle numéro 114 que sous certaines conditions, notamment avoir une fonction qui est de pi périodique et C1, donc encore une fonction où on peut faire un calcul de développement en série de Fourier, nous avons vu que la série qui permet de définir le développement en série de Fourier converge normalement. Et je vous avais dit d'ailleurs que le point le plus important, puisque cette série elle est assez bien définie à condition qu'on ait la possibilité d'utiliser le théorème de Dirichlet, donc il n'y a pas de problème tant qu'on peut utiliser le théorème de Dirichlet, c'est-à-dire qu'on a continuité par morceau et on a la possibilité d'avoir des dérivés à gauche et à droite en tout point. Là, on avait vu que, et je vous avais fait la remarque, que si la fonction était simplement continue, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir C1, juste continue et d'avoir des dérivés à gauche et à droite en tout point, alors on avait la convergence normale. Voilà. Là, c'est aussi un petit exemple où, puisque c'est quand même à un changement de variable près et à remultiplication de sinus près, on a en fait la question du développement en série de Fourier qui converge normalement. Donc voilà, ça ne pop up pas de nulle part ce truc-là. C'est vraiment l'intuition qu'on aurait pu avoir si vous aviez suivi la suite d'exercices sur les développements en série de Fourier. Donc voilà, on a la convergence normale, on a ce truc-là, on sait que la fonction f est continue, donc ça signifie qu'on peut intégrer entre 0 et x, et que l'intégrale, on va pouvoir l'échanger avec la série. Donc ainsi, on a alors l'intégrale de 0 à x de f de t dt, qui peut se réécrire comme série, pour n allant de 1 à l'infini. On a quelque chose quand même de plus fort, normalement il suffit d'avoir une convergence uniforme pour pouvoir faire des échanges série intégrale comme on est en train de faire, mais là on a une convergence normale, alors on s'en prive pas. Donc intégrale de 0 à x, donc de 2t sur t carré moins n carré pi carré dt. Bon, très bien. Et puis une fois qu'on en est là, alors on va faire une primitive, je pense que c'est assez clair. Alors là, si je vais d'abord commencer par regarder la primitive de cette chose, donc primitive de cette chose, ça va me donner somme pour n allant de 1 à l'infini, donc de ln de x carré, alors il faut juste mettre dans le bon sens, donc ça va faire n carré pi carré moins x carré moins ln de n carré pi carré. Car une primitive de ce genre-là, c'est donc ln de valeur absolue de la fonction. Donc on a ceci.
Et donc ce truc-là, bah, on va pouvoir le modifier petit à petit. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais maintenant m'occuper de ce qui se passe pour l'intégrale de 0 à x de f de t. Je vais plus en avoir besoin, je pense. Hop. Tac. Donc, si maintenant je m'attarde sur l'intégrale de 0 à x de f de t dt, j'obtiens qu'on a l'intégrale de 0 à x de sinus, donc que je fasse habitus, cosinus de t sur sinus de t moins 1 sur t dt. Et puis si on veut, on pourrait remplacer 0 par un certain epsilon, parce que de toute façon, regarder en 0, ça ne pose aucun problème. Comme on peut le voir sur la série, ça converge, il n'y a pas de problème. Donc là, on va avoir, pareil, cette convergence de l'intégrale. Mais par contre, on ne peut pas s'amuser à regarder ce qui se passe en 0 pour cette partie-là et ce qui se passe en 0 pour cette partie-là. D'accord, hein, je pense que c'est assez clair pour notamment 1 sur t, mais pour l'autre partie, c'est peut-être moins clair. Bref, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire intervenir epsilon et regarder la limite quand epsilon tend vers 0 de l'intégrale de epsilon à x. Et en faisant ça, je vais pouvoir découper mon intégrale en ayant cosinus t sur sinus t dt, puis ensuite moins intégrale de epsilon à x de 1 sur t dt. Très bien. Alors, bon, le sinus, comme mon x est compris entre 0 et pi, le sinus d'une valeur comprise entre 0 et pi est toujours positive stricte notamment, donc j'ai pas de problème à devoir mettre des valeurs absolues, en fait je n'ai pas besoin d'en mettre. Je vais donc avoir limite quand epsilon tend vers 0 de ln de sinus x moins ln de sinus epsilon moins, et après ici je vais avoir ln de x plus ln de epsilon. Et j'ai très envie de rassembler les ln parce que ça va me permettre de continuer pour établir cette formule. Donc je vais avoir limite quand epsilon tend vers 0 de ln de sinus x sur x moins ln de sinus epsilon sur epsilon. Et on peut constater que quand epsilon tend vers 0, ce machin-là tend vers 1, et donc par composition, puisque la fonction ln est une fonction continue, on a ln de 1 qui donne 0. Donc par composition, t limite, étant donné que ln est continue en 1, et en fait sur R+, quoi, R+ étoile, voilà, on a mon intégrale de 0 à x de f de t dt, qui est égale à ln de sinus de t sur t. Bien, on a réussi à calculer notre intégrale d'un côté, notre intégrale de l'autre, et on commence à voir la formule se dessiner petit à petit pour donner la formule que l'on souhaite. Très bien, j'efface, et puis normalement on devrait pouvoir conclure. Hop. Vraiment, c'est un exercice assez tranquille quand même. Il fallait juste noter 2-3 petites choses, notamment de convergence normale et tout ça qui me semble importante à mentionner. Mais à part ça, c'est vraiment un truc assez élémentaire, j'ai envie de dire. Donc nous avons ln de sinus de x sur x qui doit être égal à la série qui est ici, que je vais remettre en un seul ln. Donc nous avons somme, alors pas encore tout de suite en un seul ln, mais d'abord en un seul ln dans la somme. Donc je vais avoir du n carré pi carré moins x carré sur n carré pi carré. On voit se dessiner donc les facteurs de ce produit. Et donc somme de ln, c'est la même chose que ln du produit. Ln du produit, donc de 1 moins x carré sur n carré pi carré. Clac, clac, clac. Parfait. Et donc, maintenant, alors, vous pourriez me poser la question, est-ce que j'ai bien le droit de changer somme en série, enfin, pardon, somme en produit, dans le cadre où même j'ai des sommes infinies et produits infinis? Il n'y a aucun problème parce que les deux calculs ici convergent. Vraiment, il y a zéro problème. Ce calcul-là, je le simplifie et je me retrouve avec du ln de 1 moins x carré sur n carré pi carré. Et cette chose-là, c'est assez clair qu'on va avoir une série qui converge. Et de l'autre côté, si vous voulez, entre-temps, vous pouvez faire passer une limite, quand n tend vers l'infini, et utiliser une composition de limites.
Vraiment, pas de problème, hein, si ça vous fait peur, et ça va bien se passer. Puisque bon, bah, ln est une fonction continue, et là je vais vouloir passer tout ça à l'exponentielle, et bien ça sera tout à fait possible. Donc en passant à l'exponentielle, nous avons alors que sinus x sur x est égal à produit pour n allant de 1 à l'infini de 1 moins x carré sur n carré pi carré. Et bon bah voilà, hein, ça commence à bien ressembler à la formule qu'on veut, donc on va pouvoir conclure, clac, en multipliant par x, qu'on a bien sinus x est égal à x fois le produit pour n allant de 1 à l'infini de 1 moins x carré sur n carré pi carré, ce pour n'importe quel x compris entre 0 et pi. Alors maintenant que j'ai établi cette formule de cette forme-là, on peut constater qu'en remplaçant x par 0, l'égalité est toujours maintenue. D'un côté, on a un produit qui converge, de l'autre, et puis ici, on a un fois 0, puis sinus de 0, ça fait 0. Donc on peut constater que la formule coïncide en 0, puis on sait que les deux fonctions, c'est ce que j'avais dit du début, mais je vais le réécrire ici, les deux fonctions sont impaires. Donc cela permet d'établir que sinus x est égal à x produit pour n allant de 1 à l'infini et 1 moins x carré sur n carré pi carré pour x sur en fait tout l'intervalle moins pi. Et donc voilà, ceci conclut donc la preuve du résultat que nous souhaitions. Voilà, moi je trouve que c'est un très joli résultat. Alors pas très difficile à établir à condition qu'on ait déjà fait tout le travail concernant la cotangente. Donc c'est vraiment un truc en deux parties que j'ai décidé de scinder de cette manière-là, petit exoscale et exoscale. Mais vraiment, voilà, c'est un très joli résultat que nous venons d'établir. Résultat qui pourrait d'ailleurs s'étendre si on souhaitait, puisque bon, bah, peut-être que vous posez la question, oui, mais la fonction elle est quand même pi périodique ou 2pi périodique. Est-ce que par hasard je pourrais utiliser la 2pi périodicité pour essayer d'atteindre un résultat plus général ? Vous pourriez essayer, je pense que ça pourrait marcher, et c'est ce que je disais tantôt, en fait on peut étendre le résultat, là, ce produit ici, dans un cadre de nombres complexes, donc vraiment en utilisant des formules de factorisation de Weierstrass. Donc bon, bah là on n'est pas dans un cadre d'analyse complexe, hein, sinon on sortirait complètement du programme de classe préparatoire, c'est pas mon but ici, mais voilà, on a quand même réussi à établir cette formule dans cet intervalle moins pi. Bon, il faudrait juste faire un peu attention pour la question de périodicité, mais on devrait pouvoir étendre ce résultat-là à un cadre d'intervalle un peu plus grand que juste moins pi, mais plutôt travailler des unions d'intervalles pour pouvoir s'en sortir. Bien, bah, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter sur cet exercice, donc bah, comme d'habitude, hein, si cet exercice vous a plu, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos retours, vos remarques, éventuellement vos tentatives de résolution, si vous en avez d'autres qui étaient fructueuses, ou même infructueuses, c'est toujours intéressant de discuter avec vous de toute façon. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le reste de la chaîne, hein, bien évidemment. Ici, ça sera pour me soutenir comme d'habitude, ici, ça sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne, et sur ce, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien, et à très bientôt. Salut à tous!